Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 367 déjà. Eh oui. Dur d'être patron, hein. Grand patron, je veux dire. Vous êtes seul, je peux vous parler franchement. Bon. Ce gauchiste, ce trotskiste infiltré à Matignon sous le pseudo, ils en ont tous un, hein, de François F. Un dangereux celui-là. Le disait récemment et publiquement. Les cas choquants de rémunération des patrons attisent la violence. Rien que ça. Dur. Un autre anarcho-libertaire, connu par les services sous le nom de Nicolas S., s'en est pris avec une rare violence. Oh, et le mot est terrible, patron, voyou. Et allons-y, dur d'être grand patron. Tous ces propos sointent la haine de classe, la jalousie sociale. Ah, ils auraient bien aimé devenir patron de Dexia, Alcatel, Valeo, Continental ou Molex, mais non, ils n'ont pas pu. Alors ils se vengent, normal. Dur, je vous dis, dur d'être grand patron. Quand je pense qu'il y en a qui reprochent à 42 d'entre eux, 42 camarades pourtant, de toucher en moyenne 297 années de SMIC, 89 fois le salaire d'un patron de PME et 19 années d'émolument du président de la République, suivez mon regard, on comprend son agacement, il y a de quoi affirmer que le fond de l'air est rouge. Même le camarade Dominique de V, un camarade, très camarade de Nicolas Sarkozy, prophétise un risque de révolution sociale en France. À qui se fier? Un scoop. Confidence pour confidence. Les patrons, d'après ce qu'on sait, voteraient en général plutôt à droite. Mais les camarades Nicolas, François, Xavier, Dominique et les autres ont montré leur vrai visage lorsque fut ôtée la cagoule qui les dissimulait pendant les manifs. Et c'est pas joli, des gauchos, rien que des gauchos. Alors, les patrons, les grands, surpayés certes, mais bons gars, se sont mis à douter de tout, à qui se fier. Même la camarade Parisot a déclaré dans un meeting de masse dans une cité ouvrière que la plupart des séquestrations s'apparentaient juste à des négociations musclées. Ben oui, quoi. Quelques heures dans un confortable bureau, croissant au petit-déj, enfin, on y expérimente en vérité l'esprit d'entreprise. C'est une sorte de télé-réalité. On y sent la marque d'un prolétariat tout dévoué, qui veut juste, à travers cet acte, se rapprocher du patron, le connaître mieux. En effet, rien de tel pour renforcer les liens d'amitié qu'une nuit partagée, virile et chaleureuse, sur les lieux mêmes du bonheur prolétaire. Dur, je vous dis, d'être grand patron. Et pas seulement pour les grands, pour les petits aussi. Oubliez tous cela, même pas séquestrés, rien, même pas riches, rien. Sur le plateau, vous verrez, il y a une vraie petite patronne, Madame Coquuel. Bonjour. Et un patron qui a été séquestré 7 fois. Oui, 7 fois. Et qui mérite donc, vous imaginez, de figurer, vous savez, au livre des records. C'est Monsieur Lesniak. Bonjour Monsieur Lesniak, qui nous racontera son odyssée. D'autres patrons aussi, Sophie de Menton, que j'ai le plaisir de retrouver, Charles Becbédé, et un ancien inspecteur du travail, Monsieur Triomphe, tout un programme, Monsieur Triomphe, et un de ces journalistes qui conviendrait une bonne fois pour toutes de faire taire, Hervé Nathan de Marianne. Dur, le débat est vif, il sera très vif. Mais avant, rencontre avec un homme, je m'excuse de le dire, qui jongle avec les polémiques comme d'autres avec les poignards dans les cirques. Grand lanceur de javelot à l'amiante. Grand vizir de la petite phrase assassine. Je m'excuse. J'ai nommé, je m'excuse. Frédéric Lefebvre, je m'excuse. Porte-parole de l'UMP, officine gauchiste, s'il en est proche, très proche. Je m'excuse. De son camarade Nicolas S. Je m'excuse. Voyez, moi aussi, je m'excuse de tout. C'est très à la mode en France. Le séquestré s'excuse auprès de sa femme, restée à la maison. Le séquestrateur s'excuse d'avoir séquestré le séquestré. Ségolène s'excuse au nom de la France. Bref, tout le monde s'excuse. Frédéric Lefebvre va-t-il s'excuser de ne pas avoir excusé celle qui ne s'excuse pas de s'être excusée? Je ne sais plus. Et c'est donc d'un pas lourd d'un homme chargé de toutes ces excuses non excusées que je vais rejoindre Frédéric Lefebvre, mais d'abord, je m'excuse, quelques images. Décidément, Ségolène Royal ne manque pas une occasion d'attaquer Nicolas Sarkozy. Après le pardon de Dakar, voilà les excuses à José Luis Zapatero. Cette propension à faire des excuses pour tout le monde, sur tous les sujets, sans même que des propos n'aient été prononcés, voilà, je pense que ça se soigne. Ça se soigne. Pardon pour ces paroles humiliantes. Le pardon pour le discours africain de Nicolas Sarkozy, je pense, était attendu depuis longtemps. Pardon. Ça vous fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. De quel droit est-ce que Nicolas Sarkozy traite ainsi un grand pays dirigeant d'Europe à un moment? Au contraire, tous les pays d'Europe doivent se rassembler pour trouver des solutions à la crise. Certains croient que je fais de l'humour, je n'en fais pas. Je pense que Madame Royal a besoin d'une aide psychologique. C'est non-assistance à personne en danger que de ne pas le faire.
Non, mais vous êtes sérieux, là? Bonjour, Frédéric Lefebvre. Vous êtes sérieux là, quand vous parlez d'aide psychologique? Quand vous avez le cœur qui bat, comme ça, vous dites il faut que je l'aide? Non, alors, vous savez, honnêtement, la situation personnelle de Mme Royal me préoccupe peu. Ah bon? La situation du Parti socialiste me préoccupe pas beaucoup plus. Alors. Par contre, quand ça fait des dégâts pour le pays, là, ça me préoccupe. Et honnêtement, quand vous avez, par exemple, Mme Royal, souvenez-vous, il y a quelques mois, qui, quand elle est cambriolée, vient expliquer aux 20h que c'est Nicolas Sarkozy qui l'a commandité. Quand vous avez Mme Royal qui va à Washington, invitée par le président Obama, tenue à 600 mètres d'ailleurs, qui explique qu'elle est invitée par lui et qui explique qu'il a gagné parce qu'il a pompé son site Désir d'avenir. Quand Mme Royal se prend à s'excuser pour tout au nom de la France... Je m'excuse, moi aussi, vous avez vu. Oui, j'ai vu. Mais vous ne l'avez pas dit au nom de la France. Vous avez fait attention. Parce que vous savez que vous n'avez pas été élu président de la République. Alors, Mme Royal, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument l'aider à voir la réalité en face. Elle n'a pas été élue président de la République. Elle n'a donc aucune légitimité pour parler au nom de la France ou des Français. De même que Mme Aubry l'a battue au Parti socialiste. Donc, elle n'a pas de légitimité pour parler au nom du Parti socialiste ou au nom des socialistes. Et de la même façon... Un déni de défaite? C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas vécu la défaite? Attendez, moi, c'est pas à moi de dire... Mais vous êtes un peu psy quand même, là. Ah non, je suis pas psy du tout. Je dis simplement qu'il faut l'aider à regarder la réalité en face. Il faut qu'elle assume cette réalité. Parce que le débat politique, il a besoin de réalité. Il a besoin que Mme Royal, que Mme Aubry, que les uns et les autres, comme nous essayons de faire dans la majorité, on travaille sur des sujets de fond. Sauf quand vous n'êtes pas là dans l'Assemblée, qu'il y a des lois qui passent, sans vous là, ça. Là, honnêtement, pas toujours. Je suis assez tranquille là-dessus, parce que vous avez regardé d'ailleurs, est sorti le classement des parlementaires. Je suis à l'UMP, un de ceux qui est le plus présent, et vous pouvez regarder d'ailleurs. Je crois que c'est en intervention dans l'hémicycle, je crois qu'ils ont comptabilisé, je suis à 74, je crois, intervention depuis que je suis élu. Sinon, menace financière, sanctions financières, propose Xavier Bertrand. Mais vous savez, alors, sanction, moi, j'aime pas tellement le mot sanction, mais par contre, je trouve qu'il faut regarder... Pourquoi vous n'avez pas le mot sanction? Parce qu'il faut regarder ce qui fonctionne ailleurs. Regardez, par exemple, le Parlement européen. Il y a des systèmes de jetons de présence. Il y a un certain nombre de parlements où on lie une partie de l'indemnité à la présence, pas que dans l'hémicycle, en commission, sur les travaux parlementaires. Et ça, moi, c'est quelque chose, franchement... pour le coup, travailler plus pour gagner plus, moi, ça m'irait très bien. D'accord. Mais il y a un très méconnu pour moi, député socialiste qui s'appelle Jean-Jacques Urvoas, qui vous lançait au mois de janvier. Venez en séance, c'est beaucoup plus intéressant que de parler aux caméras de télévision. Mais vous savez, d'abord, vous avez remarqué c'est gentil pour vous et pour nous. Mais surtout, vous avez remarqué qu'il était devant une caméra de télé quand il me le disait. Et pour tout vous dire de cette histoire, c'était TF1 et LCI qui m'interrogeaient. On sortait de l'hémicycle où il avait demandé une suspension de séance au nom du groupe. Parce que justement, il considérait que j'avais dit des choses qu'il ne voulait pas entendre. Donc j'étais dans l'hémicycle. Mais quand il y a une suspension de séance, je ne vais pas vous faire de dessin, on ne reste pas dans l'hémicycle pendant que ça ne siège pas. Donc on sort. Et on a une salle qui s'appelle les 4 colonnes. Et il y a des caméras de journalistes. Et puis donc on fait des déclarations. Et puis voilà, l'enchaînement fatal. Dites-moi, c'est vrai qu'à 50 ans, vous arrêtez la politique? Écoutez, depuis que je suis... Ça fait un vide, la télé. Mais depuis que je suis adolescent... Je me suis construit avec cette idée que tout ce que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai après 50 ans. Parce que j'ai été un peu élevé par ma grand-mère et mon grand-père est mort à 50 ans d'une crise cardiaque. Oui. Et cette crise cardiaque l'a empêché de faire le tour du monde qu'il voulait faire. Voilà. Donc je vous dis simplement, je me suis construit avec ça depuis que je suis enfant, adolescent. Parce que je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup de passion dans la vie. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie. Et il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Et la politique n'est pas tout dans la vie. La politique n'est pas tout, mais surtout, il y a plein de formes pour faire de la politique. Et quand je le disais, je ne faisais pas encore de politique active. Mais je me suis construit comme ça. Chacun se construit à sa façon. D'accord. Donc, vous voulez faire du cinéma, vous voulez produire un film qui s'appelle Mandrin, je crois, inspiré le grand bandit Mandrin. Alors, vous, ce qui est sûr, c'est que votre genre, c'est pas... Mon rêve caché, il est plus que de le produire. C'est de le jouer? Non, c'est surtout de le réaliser. Et Mandrin, c'est un film qui m'a marqué beaucoup quand j'étais très bien, mais je m'en réjouis. La France va compter un nouveau metteur en scène, donc Frédéric Lefebvre. Mais là, vous êtes metteur en scène de La Petite Phrase Assassine, je le dis. Et votre film préféré, c'est plutôt Les Tontons Flingueurs, maintenant. On est à riposte. On est à riposte. Ouais. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. Mais dites-moi, parce que j'ai hâte de comprendre ce que je fais. Moi, je serais ravi de ne pas avoir, en permanence, à répondre à des attaques sous la ceinture contre Nicolas Sarkozy. Franchement, si je pouvais parler... Regardez, je ne sais pas depuis combien de temps on a commencé l'émission...
Mais moi, je bosse. J'ai fait les ateliers du changement sur le partage de la richesse. Je bosse sur ces questions. Je crois que j'ai le record du nombre d'amendements adoptés à l'unanimité à l'Assemblée. C'est des questions qui m'intéressent. Sur le partage de la richesse, par exemple, j'ai déposé... Mais parce que... Enfin, j'accuse personne, d'ailleurs. Mais à partir du moment où on a en permanence, au lieu de travailler des gens qui, dans l'opposition, passent leur temps à attaquer tout, à critiquer tout et à ne rien proposer, on se retrouve avec un débat, malheureusement, qui est un débat qui, au lieu d'aller sur les sujets essentiels, ce qui intéresse les Français, ce sur quoi les uns et les autres, on s'est engagés pour faire de la politique, pour travailler pour les Français, mais malheureusement, on parle d'autre chose. Regardez, par exemple, le partage de la richesse. Le sujet majeur pour moi, quand vous étudiez l'évolution des salaires dans les entreprises, le partage des profits, vous vous apercevez que ce qui fait la différence entre les salariés de base dans l'entreprise et les dirigeants ou les cadres dirigeants, c'est la part de la rémunération variable par rapport à la réussite collective de l'entreprise. Ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant en ce moment. Et on va en parler tout à l'heure dans le débat. C'est un sujet sur lequel... C'est votre sujet. Bien sûr. Et c'est un sujet sur lequel, moi, mon ambition, c'est qu'on arrive à franchir une nouvelle étape. Il y a eu la participation et l'intéressement. On doit en franchir une nouvelle. Et c'est très important. Je reviens quand même aux polémiques, si vous voulez bien. Je ne vais pas vous dire non, mais regardez. Oui, d'accord. Mais alors, on y va quand même. Alors, non, tiens, je ne vais pas faire une polémique, je vais parler d'un de vos amis. D'accord ? Dominique de Villepin. Tiens, c'est un de vos amis. Il s'inquiète d'un risque révolutionnaire en France. Je ne savais pas que c'était un de mes amis, mais si vous me le dites. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un camarade de parti. Il s'inquiète d'un risque révolutionnaire en France. Lorsque Laurent Fabius, sur ce plateau même, ici, là, avait évoqué exactement dans les mêmes termes la même chose, vous l'aviez traité de rapace. 4 ou 5 fois d'ailleurs, révolte. D'accord. Vous l'aviez traité de rapace. Dominique de Villepin aurait-il aussi rejoint la famille de ces dangereux prédateurs ? Vous savez, vous disiez là tout à l'heure, en parlant de Dominique de Villepin, et vous parliez de présidentielle. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui, chacun l'a compris, la ficelle, elle est grosse. Dominique de Villepin, il prépare sa défense. Il passe au tribunal correctionnel le 14 septembre. Exactement. Et donc, il veut expliquer qu'il y a une grande machination contre lui, parce qu'il est un danger extraordinaire pour Nicolas Sarkozy et la majorité. Et donc, il a besoin de construire, de légitimer cette défense. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans qu'il aille faire une déclaration offensive, un peu agressive, un peu décalée. Il parlait de présidentielle. Enfin, tout un tas de sujets sur lesquels ça fait bien longtemps que je me suis habitué à ne pas réagir et à plus réagir. Et simplement parce que ce n'est pas de la politique. C'est de la stratégie. C'est la participation à la construction d'une stratégie de défense. Or, moi, je n'ai pas à discuter ou à débattre de cette stratégie. Ça ne m'intéresse pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de projet, pas d'idée et pas de troupe au sein de l'UMP ? Enfin, c'est même pas que je le pense. Ça, chacun sait, en tout cas, et ça se saurait s'il avait une existence politique à l'intérieur de l'UMP. Donc le sujet, il n'est pas politique. C'est clair. Il prépare sa défense. Mais je vais pas, à moins que vous vouliez que je vous dise encore quelque chose, mais... Parce que vous pensez qu'il prépare sa défense, parce que vous pensez qu'il est coupable ? Ah non, enfin, attendez, ça c'est pas à moi de me mettre à la place des juges. Quand vous allez devant le tribunal, vous préparez votre défense et les juges qui jugent. Mais je dis simplement, dans votre intime conviction. Simplement, j'ai bien... Votre intime conviction. Non mais attendez, je ne vous dirai pas mon intime conviction sur un plateau de télévision. Ça vous fera plaisir, mais je vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vais pas me mettre à la place des juges. Moi, je vous dis simplement que c'est clair. On voit bien, ça a été dit à plusieurs reprises, l'idée d'une grande machination contre lui pour l'écarter de la politique, il faut bien qu'il le nourrisse. Donc du coup, il fait des plateaux de télé pour essayer de nourrir l'idée qui pourrait être quelqu'un de gênant. Il faut mieux de se taire, je vous fais le pari que ça va s'accélérer d'ici l'été. D'accord. Voilà. Les attaques contre Sarkozy. Exactement. D'accord. Et il y aura peut-être simplement à la fin une réprimande, vous savez, comme le juge Bureau. Alors ça, franchement, j'ai été très choqué, j'imagine, comme la plupart des Français. Parce que soit les magistrats ont considéré... C'est trop ou trop peu, non ? Non, mais c'est même pas ça. Ce que j'ai pas tellement apprécié, c'est que dans les mots, on a considéré qu'il avait fait des vraies fautes. Et après, on dit qu'il a des circonstances atténuantes, parce qu'il y a d'autres magistrats autour de lui qui l'ont pas alerté, qui ont fait des fautes aussi. Et on en tire la conclusion qu'on ne sanctionne personne. Mais moi, je préférais qu'on sanctionne tout le monde. Quand il y a des fautes, c'est pas parce que c'est des magistrats qu'il ne doit pas y avoir de sanctions. Donc ça va se terminer comme ça, en tout cas. C'est jugé. Ah, écoutez, on va voir. J'ai vu qu'il y avait des procédures qui étaient engagées. Mais en tout cas, il y a même... Enfin, c'est le comble que ce magistrat n'ait même pas pris la peine de s'excuser auprès des victimes. Des victimes de ses erreurs, de ses maladresses. Mais il y a des victimes. Il y a quand même... Vous avez vu les dégâts qu'il y a eu.
des gens qui ont passé des mois et des années en prison, des couples qui se sont séparés. Je crois que ça mérite au minimum des excuses, qui n'est même pas des excuses. Je trouve ça hallucinant. Vendredi à Toulouse, Martine Aubry a dénoncé la duplicité, l'avidité, la brutalité des dirigeants d'entreprise. Et il s'en prend au gouvernement. C'est ça qui intéresse, qui fait voter des lois. Nouveau, hein. Non mais d'accord, enfin, qui fait voter des lois parce qu'il y a des hein. bandes, mais rien contre les bonus scandaleux. Elle s'est déclarée d'ailleurs solidaire des combats des salariés, qu'elle comprend comme des cris d'alarme. Que lui répondez-vous? Écoutez, il y a dans la vie ceux qui construisent et ceux qui détruisent. Et Madame Aubry s'est mise dans le camp de ceux qui détruisent. Et vous, dans le camp de ceux qui construisent, forcément? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire, mais elle pourrait l'être. Pourquoi elle détruit? Elle fait son boulot. Non, elle regardez, regardez par exemple, regardez la stratégie du Parti socialiste. Regardez, on a les européennes qui arrivent. C'est un sujet majeur. Quand l'Europe veut, l'Europe peut. Nicolas Sarkozy l'a montré. Le G20, tous les Français s'en souviennent, voient les résultats d'ailleurs. Et aujourd'hui, certains contestent. Prenez par exemple les chiffres du chômage, ils ne sont pas bons. Bien sûr qu'ils ne sont pas bons en France. C'est depuis le mois de janvier, plus 16%. Enfin, quand vous regardez l'Angleterre, c'est plus 30%. Quand vous regardez l'Espagne, c'est plus 107%. Et que je sache, l'Espagne et l'Angleterre, c'est des majorités de gauche qui sont au pouvoir. Donc il y a un moment, moi je veux bien qu'on critique tout, mais moi je préférerais que la gauche fasse des propositions concrètes, qu'on travaille sur des sujets de fond, qu'on fasse des débats. Le partage de la richesse, on en parlait tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Plutôt qu'en permanence d'envoyer, il faut sanctionner Sarkozy, bravo, les gens qui séquestrent, c'est très bien, tout s'explique, on explique l'inexplicable, moyennant quoi, après, on s'étonne qu'il y ait des violences. Alors on dit, comme M. Fabius dans ce fauteuil, 5 fois. Parce que vous savez, quand j'ai fait cette émission, et que j'ai dit ensuite, invité... Exactement. Je me suis retrouvé avec le petit journal de Canal+, qui a beaucoup d'humour, qui a fait un petit montage assez amusant, pour faire comme si... En réalité, Laurent Fabius n'avait pas du tout dit ça, qu'il avait simplement dit qu'il le craignait. Mais la réalité, c'est qu'il y a une des phrases où il a dit qu'il le craignait, mais les autres, ce n'était pas le cas. Et en réalité, on voit bien que pendant que nous, on essaye de faire la refondation du capitalisme... Vous êtes sérieux, là? Mais bien sûr que je suis sérieux. Eux font quoi? La refondation de la gauche, la refondation du PS, la nouvelle gauche. Comment on va faire alliance avec l'extrême gauche? Qu'est-ce qu'on fait avec Besancenot? Est-ce que M. Mélenchon fait... C'est ça aujourd'hui. Franchement, les Français s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on apporte les uns et les autres des solutions à leurs problèmes. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais que le débat politique... On est dans cette émission, j'y viens avec plaisir, j'y suis venu souvent, parce qu'on discute de fond. On parle de choses concrètes qui intéressent les gens. Quand on fait de la politique, c'est pour ça. Alors bien sûr que je vais continuer à riposter, pour reprendre le nom de votre émission. Parce que quand on attaque Nicolas Sarkozy, regardez, et quand Libé s'y met, la presse... Libé que vous comparez à un tract, hein, c'est ça? En l'occurrence, franchement, c'était pas autre chose. Les journalistes, comme dirait le président, des nullards. Non, attendez. Libération, franchement, regardez. 68%. Comment on peut dire ça d'un journal, que c'est un tract? Parce que, en l'occurrence, c'était une manipulation. C'est-à-dire que, c'est pas à vous, je vais apprendre ce que c'est qu'une antiphrase. Bon. Non, et m'expliquez pas que Laurent Geoffrin, c'est pas ce que c'est. Et jouer sur une antiphrase pour ensuite titrer en une, entre guillemets, Monsieur Zapatero, vous pouvez vérifier ce que je dis, Monsieur Zapatero, ouvrez les guillemets, pas très intelligent, fermez les guillemets, je dis que c'est scandaleux. Et qu'ensuite les journalistes de ce journal, qui ont les correspondants à l'étranger, et qui nourrissent cette idée que le président de la République a dit du mal de M. Zapatero. Moi, je n'ai pas d'inquiétude sur les rapports entre Nicolas Sarkozy et M. Zapatero. Ils sont excellents, comme tous les Français le vérifieront, dès demain, avec le voyage officiel. Il dit naissante et confirmée. Mais imaginez tous les Espagnols qui ont lu la presse et qui peuvent croire que comme ça, Nicolas Sarkozy, ça lui prend. Donc vous devriez féliciter d'une certaine façon Ségolène Royal, qui s'est excusée de la France en disant mais non, non, jamais dit ça. Alors, je vais vous dire, je l'aurais peut-être félicité si elle s'était excusée au nom de Libération. Hein, en disant, Libération a fait une faute, je suis désolé, monsieur Zapatero, Nicolas Sarkozy n'a jamais dit ça. Voilà, ça, si elle avait dit ça, elle aurait été honnête. Mais c'est pour ça que... Et quand je dis tract, c'est parce que monsieur Geoffrin m'a expliqué que c'était un journal d'opposition. Opposition, on a tous compris. Journal, ça veut dire qu'on vérifie l'info, ça n'a pas été le cas. Et ça veut dire que quand on sait qu'on a tort, on le reconnaît. Vous savez, sur ce plateau, un jour, je suis venu à votre invitation et vous avez dit, par erreur, que j'avais prononcé le mot délation. Mais c'est ce qui fait la différence, c'est que vous l'avez reconnu. Et vous m'avez dit, oui, c'est vrai, vous aviez dit dénonciation. Mais M. Geoffrin, il n'a pas reconnu, il continue, il rétropédale, il change un peu
Mais il essaye de faire... Pour Laurent Geoffrin, donc je vous écoute, mais il est évident que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais que vous ne soyez pas d'accord, c'est votre droit. Mais silence ne veut pas dire acquiescement. Mais je ne veux surtout pas vous mettre avec moi dans cette critique du journal Libération. C'est pour ça que dans le Canard enchaîné, le président aurait dit, on cite les propos du président, les journalistes sont des nullards, il faut leur cracher la gueule, il faut leur marcher dessus, ce sont des bandits, encore des bandits eux, ils ont une morale. Ouais, voilà ce qu'aurait déclaré le président sur le Canard enchaîné. Et comme en plus on dit qu'il a dit ça à une réunion à laquelle j'étais, et que moi j'y étais et que je sais qu'il n'a pas dit ça, c'est comme on dit... Vous le soutenez là, vous bien sûr, c'est comme j'ai lu dans le Parisien... Ils sont seulement nullards mais menteurs. J'ai lu dans le Parisien, je ne sais pas s'ils sont menteurs, c'est peut-être que quelqu'un leur a dit quelque chose, mais à force d'aller chercher en permanence des phrases des uns et des autres, quand vous allez demander à tel ou tel, qui est un opposant, par exemple, ce qu'a dit le président de la République à un déjeuner auquel il participe, il ne faut pas vous étonner s'il ne dit pas tout à fait la bonne phrase qu'a dit le président de la République. Bon. Et donc, je ne dis pas que tout le monde fait ça volontairement. L'IB, ils l'ont fait volontairement. C'est pour ça que j'ai réagi. Dites-moi, je continue sur le Canard, je continue plutôt sur les rumeurs, comme ça, les on-dit, ce qu'on rapporte, etc. Je ne trouve pas votre nom parmi les futurs éventuels ministres dans le remaniement qui se prépare. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Non. Écoutez, moi je pense que je suis utile là où je suis. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous êtes demandeur ? Mais moi je suis absolument pas. Je vais vous dire un truc. Non, je sais, c'est le président qui décide. Non, mais non, c'est même pas ça. Ce serait totalement absurde que d'être demandeur. Et puis, je vais faire une comparaison avec les journalistes. Il y a plein de ministres qui ont demandé, c'est très à la mode. Écoutez ce que je vais vous dire. Je vais faire une comparaison avec les journalistes. Vous avez parfois des journalistes qui sont très heureux, ils sont des envoyés spéciaux, sont des reporters, et ils sont heureux dans ce qu'ils font. Et puis un jour, on leur demande d'être rédacteur en chef. Quand ils deviennent rédacteurs en chef, ils ne sont plus sur le terrain. Alors, ils sont contents d'être rédacteurs en chef, mais ils sont malheureux de ne plus être sur le terrain. Ben, moi, le jour où on me demandera de ne plus faire ce que je fais, je serai malheureux de ne plus faire ce que je fais. Ça, c'est une réalité. Donc, ce n'est pas la peine de vous appeler un ministère. Vous refuseriez. Attendez, je viens de vous dire que moi, ce qui compte, c'est d'être utile. Vous pourriez être utile au gouvernement, je ne sais pas par quel... Mais bien sûr, mais ce n'est pas vous qui pouvez le dire, ni moi. Non, je dis simplement que je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui. Très bien. Donc je ne suis pas comme certains en attente ou en ne pensant qu'à d'autres choses. Je suis heureux dans ce que je fais. Je vais rejoindre mes invités pour ce débat. Patron, un métier à risque. Comment vous pensez de ce titre ? C'est un métier à risque ? Bien sûr. Et ce que je n'aime pas, patron, vous voyez, patron. Oui. Il y a tellement de patrons qui aujourd'hui souffrent dans la crise. Quand vous parlez de la mutualisation des risques, ça aussi c'est un sujet sur lequel je travaille, avec les coopératives agricoles par exemple. La mutualisation des risques. Les salariés sont en situation de risque. Les petits patrons, ils sont en situation de risque. Il y en a une là, ici. Et ils se battent pour l'entreprise. Et ils n'ont pas de protection derrière. Donc il faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac. C'est ce que je ne fais pas, justement. Mais je n'ai pas dit que vous le faisiez. Et j'espère que cette émission sera utile pour que tout le monde y comprenne quelque chose. On va essayer. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Lefebvre, d'avoir répondu à notre invitation. Donc, patron, un métier à risque. Mais d'abord, quelques images. Regardez. Les entreprises françaises n'ont pas à rougir de la façon dont elles gèrent ce partage de la valeur ajoutée. On est débutés, les gars. Ça veut dire qu'on a perdu. Il n'y a aucune justice. Les salariés, on n'est rien. C'est lamentable. Avec 25 ans de boîte, c'est vraiment déplorable. Je ne confonds pas les voyous et les casseurs avec des salariés qui sont désespérés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller séquestrer les gens ? On est dans un état de droit. Je ne laisserai pas faire les choses comme ça. Il y a des moments où la violence sociale, la brutalité explique qu'on en arrive à cela. Quand il le décide dans l'entreprise, c'est que la négociation est complètement bloquée. S'ils ne comprennent pas, ça fait 5 semaines qu'on se retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien. Aujourd'hui, c'est terminé. Je suis ravi de vous voir, mesdames, messieurs. Je suis ravi de vous voir. On va se présenter les uns les autres. On va faire plus ample de connaissances. Mais d'abord, sur les séquestrations là, dont on parle, là, comme ça tout de suite, on va parler pas mal. C'est très médiatisé. Il y a de quoi. Hein. Mais est-ce qu'elles sont si nouvelles que ça, les médiatisations ? Ou est-ce que ça a toujours existé ? Il y a toujours eu quelqu'un, un jour, séquestré, comme ça, dans un coin, etc. Il y a un spécialiste de la séquestration ? Non ? 7 fois séquestré, je disais, oui, monsieur. Monsieur Lesniak, 7 fois, voilà. Record. Vous êtes dans le Guinness, vous savez, ce livre, on recense. Je ne savais pas. Moi, je ne dis pas, mais je dis, on pourrait. Oui, alors. Non, bien évidemment, ça démontre effectivement que ça dure depuis très longtemps. Trop longtemps. Mais ça existait avant ? Bien sûr. Oui ? Oui, absolument. Monsieur Triomphe ? Ça existait avant, oui, ça existait avant, simplement. C'était localisé, ça ne faisait pas forcément la une de la presse.
mais moi-même... Vous avez été séquestré? Non. Mais inspecteur du travail, je vous signale que vous étiez pendant 15 ans. J'étais inspecteur du travail et j'ai eu à médier des conflits avec des séquestrations, etc. Simplement, je dirais, voilà. Et aujourd'hui, il y en a quoi, 10, 15 il y a, dans les années 80, dans les années 90, exactement, si vous voulez. Et... Alors pourquoi, alors on va poser la question autrement, pourquoi on en parle maintenant? Pourquoi maintenant? Mais dites-moi autre chose que c'est parce que c'est la crise. Monsieur Nathan, les bobards économiques. Merci. On en parle maintenant parce que il y en a presque une par jour. Et ça, c'est une différence. Avant, c'était effectivement réservé à certains secteurs très, très, très conflictuels. L'imprimerie dans laquelle vous étiez, monsieur Lesniak. Certaines dans les ports aussi, c'était quelquefois assez chaud. Ou alors, il faut remonter à une époque dont les anciens se souviennent, c'est les années 70, où effectivement, il y avait une conflictualité très, très dure. Mais où le souvenir qu'on en a, c'est que les séquestrations, les retenues de patrons étaient extrêmement violentes et d'une certaine manière pas très médiatisées. C'est-à-dire qu'en fait, ça se passait dans le huis clos de l'entreprise, on réglait ses comptes, il y a les caméras, très dur pour les personnes concernées. Et maintenant, on a l'impression que pour une partie, pas tous, mais pour une partie, il s'agit de faire venir les caméras. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une crise sans précédent. Donc il y a des conflits sociaux qu'on n'a pas connus depuis la guerre. Donc après, malheureusement, la négociation ne se déroule pas toujours très bien. Et malheureusement, donc, certains salariés vont prendre cette arme qui, à mon avis, est contre-productive pour eux. Puisque vous êtes d'accord avec Mme Parizeau? Ça sera très difficile après de négocier, bien sûr. Oui, mais vous avez vu ce qu'elle a dit, Mme Parizeau? Je citais tout à l'heure. C'est une façon de négocier, au fond. La séquestration. Non, mais je pense que elle n'a pas dit ça, il me semble. Vous avez dû. J'avais le texte. Oui, mais peut-être sorti de son contexte. Elle dit c'est une négociation musclée. Oui, non, mais c'est pas une négociation, justement. Ça, c'est quand la négociation échoue et qu'on fait ça. Ou alors que, je sais pas, on négocie mal et donc on prend cette arme, mais franchement, c'est contre-productif puisque ça nuit à l'attractivité du territoire national et donc ça va dissuader après les investissements étrangers. Et puis, en plus, franchement, qui a envie de négocier après avoir été séquestré? Il faudrait demander. Je n'ose imaginer, on en parlera avec M. Lesniak lorsqu'il demandera de raconter après. Mais Mme de Menthon. En écoutant ça, je me demandais ce qui se passerait si on séquestrait l'inspecteur du travail. Je pense que le chef d'entreprise aurait à peu près 10 ans de tôle, non? Mais l'idée de séquestrer l'inspecteur du travail, en tout cas, j'ai l'impression que les régimes ne seraient pas les mêmes. Il y a un truc, moi, qui m'inquiète beaucoup plus que les séquestrations. C'est quand même une comparaison qui n'a absolument rien à voir dans ce débat. C'est vrai, je plaisante. Vraiment, je plaisante. C'est un cas d'école. Il ne le dira peut-être pas, mais les inspecteurs du travail ont droit à des violences de la part des gens qu'ils inspectent. Il y a eu 2 morts. Je voudrais en rappeler, c'était il y a 3 ans. Ils ont été tirés à la chevroche. Il y a 2 qui ont été tués. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Alors qu'il n'y a pas de patron, Dieu merci, qui ont été tués. Non, mais Dieu merci, attendez, Madame de Menthon. Moi, ce qui m'a beaucoup inquiété, à la limite, c'est moins les séquestrations que le fait que 70% des Français, il y a eu un sondage là-dessus, ont dit qu'ils comprenaient, qu'ils étaient d'accord. Donc vous demandez pourquoi on en parle tellement. Moi, je crois que c'est très simple. L'opinion publique a l'air de suivre. Donc ça l'intéresse, donc on en rajoute. Plus on en rajoute, plus j'ai peur que que ça rentre finalement dans les mœurs. Et je trouve que c'est très très grave. Parce que quoi qu'on en pense, c'est inadmissible, même si effectivement il y a des cas difficiles aujourd'hui. Si la misère permettait de séquestrer les gens, il y a des gens qui seraient encore plus légitimes, je veux dire, pour séquestrer, et un voyou est un voyou. Donc je trouve ça absolument inadmissible, et je suis très inquiète de ça, et ça peut vouloir dire... Mais vous voulez dire quoi Madame, pardon de vous interrompre, vous voulez dire que les salariés qui séquestrent ont des comportements de voyous? Ah oui. Bon. Je pense que celui qui séquestre, qui fait du bruit toute la nuit, je dis ce que j'ai lu, qui fait du bruit toute la nuit pour empêcher de dormir, qui empêche de téléphoner à sa famille, a un comportement de voyou. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des gens malheureux, que ce ne soit pas une situation épouvantable, etc. Je ne comprends pas ça, et je suis très inquiète, à la limite, que ça arrive, qu'on soit désespéré. Je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas du tout... Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui. Je n'ai pas dit que vous excusiez, mais j'ai dit que ça vous dit quelque chose, ça cette notion-là. Ça me dit quelque chose, mais ce qui m'inquiète, ça ne vous inquiète pas que 65% des Français peuvent trouver ce comportement normal? Je crois qu'ils comprennent tous la terrible inquiétude qui est sur nous, qui s'abat sur nous. Madame Coquel, je dirais que petite patronne, comme j'ai dit. Au-delà de l'inquiétude, moi, je comprends en tout cas qu'il y ait autant de Français qui soutiennent ça. Parce qu'à un moment, il y a un mensonge. Et s'il y avait dialogue social
avec partage des problématiques de l'entreprise, on n'arriverait pas, je pense, à des telles extrémités. Mais quand on dit, moi j'habite dans l'Oise, Continental, c'est dans notre département, eh bien, quand on dit à des salariés, faites des efforts, la période va être difficile, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et ils acceptent de faire des efforts. Ils font des efforts. Et qu'ensuite, on dit on ferme le site. Il y a quelque chose là qui renvoie à une solidarité nationale. Donc vous auriez voté oui, je comprends. Enfin, si vous avez sondé, vous auriez dit oui, je comprends. Que ça crée de la violence. Parce que quand on... Ah mais je n'admets pas. Voilà, la question, c'était admettre. Je n'admets pas, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais c'est sur cette solidarité nationale, je comprends qu'il y ait une solidarité nationale quand on n'a pas de transparence avec les salariés qui créent la richesse de l'entreprise. Vous permettez, je vous remercie de ce que vous venez de dire, mais on va prendre la question autrement. Est-ce que vous pensez, vous, j'ai parlé à l'expert en séquestration, est-ce que vous pensez, vous, pardon, je ris de quelque chose dont je ne devrais pas rire en plus, est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un derrière? Est-ce qu'il y a de la manip derrière, de la manipulation? Oui ou non? C'est une question... J'en suis convaincu. Vous êtes convaincu? Et j'ai des éléments très pertinents pour le démontrer. Je ne suis pas du tout d'accord avec Mme Coqueluche parce que le dialogue social dans les entreprises, il est permanent. D'abord, la législation nous met en place des comités d'entreprise, des DP, des CHSCT, des commissions, etc. On passe plus de 50% dans les entreprises importantes ou moyennes à discuter avec les salariés. C'est vrai. Donc, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux. Et dans les conflits, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas du tout l'échec des négociations qui provoque ce genre de choses. C'est réellement de la manipulation. De qui? Eh bien, écoutez, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, hélas, il y a aussi des séquestrations plutôt aimables, sympathiques, effectivement, où vous apporte le croissant, le coup de saucisson et le vin rouge. Et parce que, bon... c'est un moment agréable. Un moment comme ça, voilà. Bon. Par contre, il y a des séquestrations excessivement dangereuses. J'en ai vécu 3, et notamment une à Lille qui a été odieuse, humiliante. En 2006, c'était. En 2006. Tout simplement parce que les extrêmes de gauche avaient pris l'ALCR avait pris le pouvoir dans l'entreprise. Et effectivement, les syndicats nationaux, c'était absolument pas leur mot d'ordre. D'ailleurs, je ne connais pas, notamment dans notre domaine, bien qu'il soit excessivement conflictuel, c'est particulier. Vous êtes imprimeur, vous avez une grande imprimerie. Exactement. Donc il y a le syndicat du livre. Syndicat du livre dans la presse. Puissant, oui. Et la FILPAC CGT dans le Labeur. Nous sommes l'imprimerie de Labeur. Et je n'ai jamais vu une consigne syndicale qui soit de la CGT. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Comment ça se passe? Écoutez, c'est fort simple. Je venais leur annoncer une bonne nouvelle, en plus. Puisqu'en réalité, avec notamment les syndicats nationaux, nous avions bâti un projet de reprise, donc pour préserver le maximum d'emplois de cette entreprise. Et ce jour-là, je venais leur annoncer que j'avais obtenu de mon actionnaire l'autorisation de m'engager dans cette voie. Et à 14h, je suis arrivé pour une assemblée générale. J'ai réuni tout le personnel à cette occasion. Vous étiez plutôt content? Oui, j'étais content. Enfin, une bonne nouvelle. J'étais satisfait d'avoir convaincu l'actionnaire, qui est américain, qui est loin, etc. Je suis dirigeant salarié, ce qui fait une belle différence, notamment avec les patrons propriétaires. Et donc, au bout de quelques minutes, j'ai vu le service de sécurité de la CGT m'entourer, parce que dans ces cas-là, ils sont très organisés. Ils étaient prévenus, même s'ils n'adhéraient pas à cette initiative. Et je me suis dit, ça y est, je suis coincé. Et effectivement, j'ai été coincé, isolé, dans une salle désaffectée pendant 9 heures, sans avoir le droit de me mettre assis, seul. Enfin, j'avais mon conseiller externe en restructuration sociale qui était avec moi. C'est long. Oui. Vous avez eu peur? Écoutez, vous savez, le problème aussi dans ces situations-là, c'est la boisson. La boisson? Mais bien sûr. Les manipulateurs livrent de la boisson aux employés qui sont sur les sites, et ça finit effectivement par être très dangereux. C'est comme ça, c'est la vérité. Et vous avez vu des trotskistes, pour parler clairement, je ne sais pas des trotskistes, c'est ça que vous dites. J'ai vu des camionnettes livrer des palettes de bière, des palettes, c'est pas une caisse, des palettes pour alimenter, bien évidemment, l'insurrection. Et je ne suis pas le seul témoin de ce genre de choses. Et sur ce site notamment, notre directeur a eu des tirs à balles
réel dans ces fenêtres. Donc c'est dire pendant cette période de difficulté. C'est vrai. C'est dire quand même que attendez, moi je ça va un peu loin. Non, je vous crois, mais en même temps c'est énorme. C'est la vérité. Les rapports de police sont là pour l'attester. C'est une réalité. Les tirs à balles réelles. Bien sûr, bien sûr. Il faut se souvenir que dans les années 70, dans les grands conflits de Montsouris, Didier, etc., ça se battait à balles réelles entre les... Ben oui. Ouais. Mais vous-même, vous avez été menacé de mort ? Oui, pas dans les séquestrations. Mais dans d'autres conflits, effectivement, j'ai dû être gardé, par la police, des maîtres chiens dans mon jardin pendant des mois, et voyager en car de police pour me rendre aux tables rondes avec le préfet, notamment en Seine-et-Marne. Oui. Bon. Mais vraiment, vous avez vécu ça? Bien sûr. Écoutez, et comment ça s'est terminé pas mal, parce que vous avez l'air à peu près sain et sauf. Mais, à Lille, ça s'est terminé par l'intervention en face de 200-250 CRS. Les RG s'étant infiltrés, ils ont réussi à me sortir vers 3h du matin, sous les crachats, les jets de pierre, etc. Mais je n'ai pas été blessé. Et après, c'est évident de revenir à l'usine après avoir été insulté, craché. Il faut revenir à l'usine. On vous a craché dessus et vous revenez le lendemain le lendemain, pas à l'usine, parce qu'à ce moment-là, on a interdit de séjour. Oui. Mais on va faire nos réunions à la préfecture ou à la direction du travail. Eh bien, dernière question pour M. Isniak. Quel rapport vous avez, pas dernière question, quel rapport vous avez avec vos employés depuis? Excellent. Excellent. Ah bon? Mais oui, parce que cette minorité finit par disparaître. La minorité d'extrême gauche dont vous parlez, naturellement, que vous dénoncez. Elle s'évacue. Et en plus, les syndicats reprennent la main. Messieurs, dames, réagissez, parce que cette histoire est évidemment terrible. Donc, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et elle est absolument inadmissible. Ensuite, mais on ne peut pas dire, si vous voulez, ni que toutes les séquestrations, y compris actuelles, ressemblent à cette histoire, et encore moins que les conflits d'entreprise ressemblent à cette histoire. Je voudrais juste dire une chose qui me paraît difficile à dire, mais il faut la dire. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de comités d'entreprise. Il y en a à Québecor, il y en a beaucoup... Québecor, c'est l'entreprise, monsieur Isniak. Mais il faut dire aussi que nous avons des comités d'entreprise dans lesquels, souvent, le dialogue social ne va pas jusqu'au terme. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans des comités d'entreprise en France, et je dis, même beaucoup de travaux en Europe, dans lesquels l'avis du comité d'entreprise, ici, si vous voulez, ne compte pas. Le nombre de fois où les comités d'entreprise expriment des avis qui ne sont ni observés, ni qui ne sont pas, à laquelle aucune suite n'est donnée. Ne prête pas attention vraiment. Quoi. Je crois que si on voulait être sérieux, aujourd'hui, on instituerait en France, au moins pour certaines matières, un certain droit de codétermination. Ça rendrait tout le monde responsable et le dialogue social un petit peu plus, si vous voulez, un petit peu plus productif. Parce que le dialogue social, c'est pas simplement se parler. C'est pas simplement se parler, c'est arriver à construire ensemble des solutions communes. C'est pas parce qu'on se parle qu'on négocie. De ce point de vue-là, ce déficit de solutions communes, ce déficit de construction commune, eh bien, je crois aujourd'hui que c'est vraiment un mal français, et en tout cas que de ce point de vue-là. Madame de Menton, vous avez entendu M. Isniak avec attention, j'ai vu, mais est-ce que vous croyez à cette histoire de manipulation par des gens d'extrême gauche? Je ne sais pas. Je le crois. D'abord, pourquoi mentirait-il? Mais j'en sais rien. Vous, monsieur Bédé, vous y croyez? Ce sont des gens qui ne respectent pas les fondements de notre société démocratique, le principe de l'égalité. Donc tout est possible. Madame de Menton, je vous ai interrompu, pardon. Donc vous vouliez Oui, je voulais revenir. C'est très intéressant ce que vous disiez. J'ai vécu des cas sur les comités d'entreprise. Il y a en France ce qu'on appelle, et je crois que c'est unique en France, ce qu'on appelle c'est le délit d'entrave. C'est-à-dire que si vous prenez une décision pour votre entreprise, vous devez la donner immédiatement au comité d'entreprise au moment où vous hésitez encore à prendre cette décision. J'ai connu ça, je voulais changer un site, aller à Tours, j'avais besoin de restructurer, diviser effectivement sur 2 lieux différents. Je ne l'ai pas dit parce que si je l'avais dit, c'était instantanément arrêté. Et donc, je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que c'est vrai que ce fameux délit d'entrave peut empêcher un dialogue fructueux. Mais il y a des moments où, quand vous avez en plus des syndicats qui sont tout à fait opposés et qui n'ont pas forcément envie de gérer l'entreprise comme vous avez envie de la gérer vous,
c'est un problème français majeur. Monsieur Nathan, je sens que vous écoutiez vous aussi avec... C'est d'abord qu'on commence à utiliser un vocabulaire. Moi, je ne mets pas du tout en doute ce qui vous est arrivé, le récit que vous en faites. Mais pour ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il faut faire attention aux mots. Parce que, bon, on parle de séquestration. C'est vrai que la langue française, il n'y a pas 36 manières de parler une retenue, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que séquestration veut dire ce qu'on a vu chez Molex, chez Forestia. Et à Forestia, par exemple, c'est des cadres qui ont retenu les dirigeants de l'entreprise, qui est une filiale du groupe de PSA. Il faut peut-être aussi se poser la question, c'est vraiment des gauchistes, les cadres d'entreprise de chez Forestia? Quand on connaît un peu le milieu de l'automobile et des ingénieurs de l'automobile, on a du mal à le croire. Donc il faut faire attention. Le Premier ministre, par exemple, a parlé de prise d'otage à propos de l'usine de Molex. Ça commence à faire très lourd comme... Sophie de Menton aussi, je crois. Et vous avez parlé de voyous. Non, vous n'avez pas dit prise d'otage, vous avez dit voyous. C'est plus gentil, voyons. Je crois qu'il n'y a pas dans le JDD, il faut faire attention. Sophie de Menton a écrit un article dans le JDD. C'est pour ça que je dis ça. Oui, sans doute. Donc il faut faire attention au vocabulaire, il faut faire attention à ne pas simplement... C'est quand même des salariés dont l'emploi va être supprimé. Si on prend ceux de Continental, dans 14 jours, ils sont tous au chômage. C'est 1000 familles, tous au chômage. Pour ceux qui connaissent un peu l'Oise, c'est un milieu industriel très fort, tissu entièrement sur l'automobile. C'est que des sous-traitants, ça licencie partout. Ces gens-là, soit ils déménagent et ils vont très très loin, ils emmènent leur famille, les enfants quittent les enfants quittent leurs amis, ils quittent leurs parents. Enfin, c'est ça l'avenir pour eux. Donc ils ont quand même quelques raisons d'être énervés et ils n'ont pas, pour le moment, retenu, séquestré, pris en otage chez eux, mais ils ont quand même utilisé la violence contre la sous-préfecture. Il faut faire attention à ce langage. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pas des patrons qui sont séquestrés en fait, c'est des chefs d'entreprise qui sont des intermédiaires entre des têtes de groupe qui sont très très loin et les salariés qui sont là et qui sont au contact. C'est ce qui vous est arrivé à vous, mais c'est ce qui arrive en ce moment chez Molex. C'est une filiale d'un groupe américain. Chez Forestia, c'est un groupe français, mais la tête de groupe de PSA, c'est très très loin. C'est plus difficile pour Mme Coquel d'être séquestré, si j'ose dire. C'est même impossible, c'est ça? Ce qu'on voit quand même, je ne veux pas faire la sociologie la petite semaine, on a l'impression que les salariés disent, on va prendre ces gars-là parce qu'ils sont devant nous et c'est la seule manière de se faire entendre par ceux qui sont tout là-haut. De là-haut. C'est tout ce que je veux dire, mais ça n'excuse pas, c'est pas non plus une excuse. Voilà. Non, d'accord. Mais M. Becbédé, est-ce que vous avez craint, vous, un jour dans votre vie, par exemple, d'être séquestré? Non, parce que j'estime avoir un bon dialogue social dans mon entreprise. Et effectivement, en dépit du risque de délit d'entrave qui existe et qui est un problème, c'est du pénal. Hein. Oui. Eh bien, tant pis, je prends le risque et je discute, je dis tout ce que je fais. Quasiment en temps réel, et donc il y a un bon niveau de dialogue. Et puis on est aussi dans un secteur en forte croissance, donc on n'a pas été confronté là à la crise actuelle. Oui, donc jamais, c'est la raison, parce qu'effectivement, si on est dans une entreprise, on n'a pas besoin de restructurer, on n'a pas ces difficultés. Mais dans le nôtre, je peux vous dire que l'entonnoir dans lequel nous sommes avec le média papier, c'est épouvantable. Et il y a de la légitimité quand même qu'il faut reconnaître dans les restructurations. Sinon, tout. Si on faut préserver. On meurt, c'est ça pour vous? Exactement. Il faut restructurer. C'est quelquefois indispensable. Coûte que coûte et vaille que vaille, si j'ose dire. Et il faut aller au bout, parce que c'est la préservation du reste. C'est très important. Mais Mme Coquel, quand je disais, oui, vous, ça ne risque pas de vous arriver, vous êtes combien chez vous? Nous sommes 15. Oui, alors là, il faudrait vraiment qu'ils vous haïssent. Je voudrais dire deux choses. D'une part, quand l'entreprise va bien, le dialogue social est plus facile. C'est une évidence totale. Mais quand on a un bon dialogue social, aujourd'hui, moi, mon entreprise, elle accuse le coup, comme de nombreuses entreprises en ce moment, et donc les choses sont plus difficiles. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie solidarité de la part de mes salariés dans ce moment-là. On a l'impression qu'on est vraiment tous sur le même bateau et qu'ils font des efforts, même des efforts que je ne leur demande pas, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est pérenniser cette entreprise et aller de l'avant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur les restructurations. Bien sûr, elles sont inévitables, mais moi, je travaille beaucoup avec le Conseil d'orientation pour l'emploi et on travaille beaucoup sur la formation professionnelle. La responsabilité du patron, la responsabilité du patronat, c'est bien d'avoir cette vision de demain et de former ces salariés tout au long de leur vie de façon à leur permettre de pérenniser un emploi, pas dans notre secteur d'activité. Enfin, moi, je suis sur le même secteur d'activité que vous et on sait à quel point notre secteur est très impacté et sera encore impacté demain. Donc, permettre à nos salariés, si ce n'est pas dans notre entreprise, de retrouver un emploi demain. Et en ce qui concerne, vous le disiez, l'Oise, qui est très ancrée dans l'industrie et notamment dans l'industrie automobile, eh bien, il faut aussi apprendre à nos salariés d'être mobiles. Parce que bien sûr que c'est un arrangement de sortir de son village, de sa ville, de son territoire, mais il faut aussi, en France, qu'on apprenne ça, à aller chercher l'emploi où il y en a, parce qu'il y en a.
Oui, mais si je reviens 3 secondes en arrière sur l'histoire du sondage, là, 60% des Français disent comprendre les séquestrations. Pas comprendre, c'est le mot retenu. Est-ce que ce n'est pas le signe que le MEDEF, quand le MEDEF a perdu, d'une certaine façon, la bataille de la communication? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui se joue aussi dans l'opinion. Non? Oui, Madame de Menton? Oui. Je crois que oui. Je crois qu'on a perdu. Vous savez, j'ai lancé il y a 7 ans l'opération J'aime ma boîte. J'aime ma boîte. Oui, J'aime ma boîte. Et c'était extraordinaire parce que depuis 7 ans, 80% des salariés disent J'aime ma boîte. Et je me souviens très bien avoir proposé ça à Ernest-Antoine Seignière. Stupéfait. Ils aiment bien leur boîte, sauf quand elle les licencie, quoi. Non, mais il avait dit on n'est pas là pour être aimé. Et c'était déjà une réaction que j'avais pas comprise. Le MEDEF n'a pas voulu y aller. Il m'avait dit également, d'ailleurs, si on vous soutient, vous savez, c'est perdu. Et donc, je crois qu'on a eu un vrai problème d'absence de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique. Les Français ne savent pas très bien ce que c'est que l'entreprise en général. Ils comprennent la leur, ils l'aiment. Ils aiment bien leur patron aussi, figurez-vous. Ils les aiment tellement qu'ils veulent passer la nuit avec eux, parfois. Oui, ça. La preuve. Mais je crois qu'il n'y a pas 2 cas pareils. Et puis, attendez, on fait un cinéma pas possible. Sur combien de patrons séquestrés? Il y en a eu 8 ou 9 en total. Non, mais c'est grave. Mais d'abord, je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas. Je le comprends parce que je comprends la détresse des gens. Mais le problème est plus grave. Il faut qu'en France, on ait envie de réagir. On est le pays, en plus, où, logiquement, on devrait être le plus rassuré parce qu'on a eu... de fait, à matelas, on souffre moins que les autres. La fameuse protection sociale. La fameuse protection sociale. Et je m'en réjouis. Oui, heureusement. Heureusement. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas cette envie, effectivement, de partir s'il faut, de changer de région. Aussi, il y a un enthousiasme difficile en cette période terrible, mais qui manque. Mais Monsieur Beigbeder, merci. Mais patron, c'est un métier compliqué, à risque compliqué, je ne sais pas. Vous êtes... La droite, ce que je citais, au pouvoir, n'a cessé de fustiger, au fond, les patrons voyous, etc. etc. Est-ce que vous vous attendiez à ce qui peut s'apparenter, au fond, à une sorte de lâchage, comme ça, de vos traditionnels alliés politiques? C'est-à-dire qu'ils ont dit des mots très rudes. Oui, mais je citais le Premier ministre, il y en a comme ça, j'aurais pu citer... C'est pour stigmatiser une infime minorité. Oui, j'ai compris. Mais nous, aussi chefs d'entreprise d'une génération peut-être nouvelle, on est aussi extrêmement choqués de certains comportements, mais je crois que ce sont des exceptions. L'immense majorité des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise sont choqués, prennent conscience qu'on traverse une crise sans précédent et qu'il faut tout faire pour mettre en place des dispositifs pour éviter ce type de dérapage. Et donc, alors heureusement qu'il y a eu la crise, parce que ça se passait avant. L'effet bénéfice. Un peu le MEDEF là. Oui, alors le MEDEF a pris tout de suite toute une série d'initiatives et notamment a mis en place un code de gouvernance qui est extrêmement bien fait, qui est le fameux code de gouvernance AFEP-MEDEF, et qui rappelle à tous les dirigeants d'entreprise, à tous les administrateurs de sociétés, et je conseille à tout le monde de le lire, un certain nombre de principes, de transparence, de justice, de non-violence, lorsqu'ils prennent des décisions, en particulier en matière sociale. Il y a des choses précises sur les rémunérations, par exemple, les bonus, tout ça, tout bien le oui, reste. Justement, un certain nombre, sans rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre de principes, que le variable doit être, limite la rémunération variable doit être supérieure à la rémunération fixe, qu'il faut une performance pour pouvoir toucher ce variable, que la transparence doit être totale, et vraiment la vraie transparence, pas simplement le fixe et le variable, mais aussi les bonus, les retraites chapeau, quant au Golden Parachute, les fameuses... Vous pensez que ça va assez loin, sont fortement... il est fortement dissuadé d'en faire. Il y a que certains cas où c'est possible, dans le cas d'un changement d'actionnaire, et c'est limité à 2 ans de salaire. Donc il y a un certain nombre de dispositions, et qui me semblent aller dans le bon sens. Et c'est une bonne autorégulation. C'est pas forcément waterproof. Il faudra sans doute. C'est quoi waterproof ? C'est-à-dire, c'est pas une garantie qu'il n'y aura jamais d'abus. Mais je pense que on est dans une matière complexe, et cette autorégulation, par construction, elle va évoluer en permanence. Est-ce que ça suffit, une autorégulation ? Non, si l'autorégulation peut suffire, elle peut suffire à condition qu'on ait les moyens de la faire appliquer. Je veux dire, c'est ça le problème. Que soit plein de bonnes intentions. Il y a 2 choses qu'on a oubliées, Charles. C'est le risque. Et tu es un entrepreneur, tu le sais. Ce qui doit être rémunéré, c'est le risque. Le problème de ces patrons qu'on voit aujourd'hui, ils n'ont pas pris de risque. Et les salariés sont... La prise de risque est un des critères. C'est dans le code. Moi, je dis que... c'est vrai, ce code, et tu as raison de le dire, et j'y ai participé, et je l'assume complètement. Simplement, depuis le premier jour, je disais, mais comment on va faire pour qu'ils le respectent ?
Et ils ne l'ont pas respecté. Il n'y a pas de règles contraignantes, quoi. C'est ça que vous dites. C'est pas ça, c'est qu'ils n'ont pas eu les moyens. Certains. Une infime minorité mais c'est cela dont on parle aujourd'hui. Tu as raison. C'est ceux-là qui font le scandale. Donc moi, je dis qu'une autorité morale, avec à la limite un blâme, qui anticiperait ce type de dérapage, ce serait mieux que la loi. Et là, nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais pourquoi les patrons ont mauvaise presse comme ça? Mauvaise presse parce qu'ils passent leur temps à contourner les règles que leurs organisations, en particulier le MEDEF, et tentent de mettre en place. Et même, c'est encore plus curieux que ça, c'est qu'il y a même des gens qui font la réglementation, qui contournent la réglementation. Je vais donner un exemple. Dans le code AFEP-MEDEF, on ne parle pas, ou en tout cas, c'est pas chiffré, des retraites supplémentaires des chefs d'entreprise. Ce sont des avantages sociaux considérables. Je vais vous donner un exemple. Le patron de PSA, M. Folz, qui a quitté PSA maintenant, a une retraite chapeau de 850 000 euros par an. 850 000 euros par an, ce qui coûte, nous avons fait le calcul à Marianne, 14 millions d'euros à l'entreprise, en termes de provisionnement. 14 millions d'euros. Vous vous rendez compte, pour faire la retraite d'une personne jusqu'à la fin de sa vie, l'entreprise doit mettre 14 millions d'euros sur la table. C'est à peu près le même chiffre pour M. Oudéa à la Société Générale. Ça, c'est pas régulé par le code AFEP-MEDEF. Et donc, la question, c'est, voilà, si on parle des rémunérations, et puis on s'aperçoit que M. Folz, qui est l'auteur du code AFEP-MEDEF, c'est l'auteur, puisqu'il est le président de l'association de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, c'est lui qui a rédigé le code. Alors, c'est lui qui a rédigé le code, c'est lui qui bénéficie de la retraite chapeau de 850 000 euros dont j'ai parlé, et c'est lui qui a voté à M. Oudéa les bonus qui ont fait scandale il y a à peine 3 semaines. Parce c'est lui qui est chargé des rémunérations au conseil d'administration de la Société Générale. Avec un tel fonctionnement, ça ne peut pas être crédible. Parce qu'ils sont en famille dans les conseils d'administration. Oui, ils sont en famille dans les conseils d'administration. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Mme de Menthon. Je pense que ce n'est pas une histoire qui se règle entre patrons. Cette histoire, c'est maintenant une histoire d'ordre public. Ça met en émoi l'ensemble de la société française. Et maintenant, il va falloir légiférer. Légiférer, pas faire des décrets. C'est la loi. Donner une chance au comité des sages. Si vous voulez. J'ai l'impression que vous n'êtes pas suivi, je crois. Madame Coquel, ensuite Monsieur Triomphe. Deux choses, parce que je représente les petites entreprises. Il faut savoir que les salaires dont on parle en ce moment, c'est moins de 2% des patrons en France, 99% même des entreprises, 4 000 euros par mois. Voilà. Et ensuite, si l'entreprise gagne de l'argent, on gagne de l'argent. Donc, la première chose, c'est que quand moi, je vois le salaire de tous les chiffres que vous citez, même moi, je suis un peu sidérée. Pour même vous, tout le monde. Oui. Qui suis moi-même patron, je veux dire. Oui. Mais par contre, j'ai mon mari qui est responsable d'un club de football, et je vois aussi qu'il y a certains joueurs de foot qui gagnent par mois 800 000 euros, 200 000 euros par semaine. Bon, alors on en parle avec les salariés. Oui. Et je dis, voilà, finalement, les patrons, ils ont, excusez-moi, peut-être plus de compétences, peut-être qu'ils font moins rêver que les footballeurs. Mais bon, voilà. Bon. Et qu'est-ce que me disent mes salariés, ou finalement, qu'est-ce qu'on pense? On pense, ces grands patrons, ils ont des compétences rares pour exercer un job excessivement difficile. Donc, peut-être que vous pourrez nous donner une vision mondiale sur quelles sont les rémunérations des gens qui dirigent d'autres grandes sociétés ailleurs. Je pense qu'on est dans la botte. Par contre, ce qui n'est pas juste, et ce qu'on demande comme justice, c'est que quand l'entreprise ne va pas bien, qu'il y ait une équité. Un joueur de foot qui ne remplit pas sa saison, quand son contrat est fini, parce que tant que son contrat perdure, c'est pareil que le patron, il garde son salaire. On a un contrat et légalement, il faut le respecter. Mais s'il n'est pas bon, eh bien, on le remercie. Eh bien, je pense que les Français pourraient comprendre que... Voilà, on a des patrons mais sans lui filer 850 000 euros, je ne sais pas quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Parce que c'est trop facile. La retraite chapeau, c'est génial. On te remercie. Tu restais 6 mois, au revoir. Voilà. Ils s'enrichissent quand ils sont mauvais. De la justice, de l'équité. Ils s'enrichissent quand ils sont mauvais. Ça, c'est bien pire. Ils s'enrichissent quand ils sont mauvais. Les retraites, les parachutes dorés, c'est un drame. Vous le virez, c'est là qu'il s'enrichit. Oui. C'est extraordinaire. Oui. Donc, vivement que je sois viré, c'est ça? Ils se disent ça, limite. Non, mais il est vrai que j'ai connu un patron qui disait ma villa Saint-Tropez. Vous êtes pour la suppression des parachutes dorés, pardon, madame? Totalement. Et Monsieur Triomphe, alors. Oui. C'est ça dont on parle. Pourquoi on remercie les gens d'avoir fait des performances médiocres? Enfin, c'était quand même extraordinaire. Non, mais attendez, je crois que la question de l'équité qui vient d'être très justement posée ne peut pas se poser que dans ces termes-là. J'ai bien regardé le code AFEP. Le code AFEP, c'est le MEDEF. Le fameux code AFEP-MEDEF, sur toutes ces choses-là. Il y a plusieurs choses qui m'étonnent. La première, on dit, voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence
entre la rémunération des dirigeants et la rémunération des salariés. Alors moi je dis banco. Mais c'est quoi aujourd'hui le niveau des négociations salariales annuelles dans les entreprises en France ? 1%, 2%, 3%. Eh bien j'aimerais que ce code aille jusqu'au bout, si vous voulez. Et que quand on dit le mot cohérence, il est bien gentil. Hein. Quand on dit aux salariés, vous ne pouvez pas gagner cette année plus de 1,5%, ça doit s'appliquer d'abord aux dirigeants. Et un dirigeant, un escalier, ça se balaye par le haut. Deuxième chose, si vous voulez. On a vu beaucoup d'entreprises depuis 5-6 ans, en France et en Europe, et d'ailleurs dans le monde, décliner la notion de responsabilité sociale de l'entreprise. Et dire que désormais l'affaire de l'entreprise, ce n'était pas seulement l'affaire des dirigeants, des actionnaires et même des salariés, mais c'était l'affaire des sociétés, de la société, des fournisseurs, etc. Eh bien, si on veut aller jusqu'au bout de la question de la responsabilité sociale, il faut également, si vous voulez, qu'il y ait un dialogue avec toutes ces composantes-là sur la rémunération des dirigeants. Et pas seulement, si vous voulez, le dialogue au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité des sages. Je crois qu'il faut prendre les concepts qui sont des concepts patronaux. Hein. Moi, je dis banco, allez-y jusqu'au bout. Et comme le dit Madame de Menton, je crois que l'autorégulation, pour moi, elle n'est sérieuse qu'à condition qu'il y ait des mécanismes de sanction. Une régulation, qu'elle soit auto ou pas auto, sans sanction, c'est une régulation qui n'existe pas. Mais Monsieur Triomphe, pardon, je comprends très bien ce que vous venez de dire, mais vous imaginez le monsieur qui a été cité, là, dont je ne dirai pas le nom, dire voilà, j'ai 850 000 € par an de retraite devant ses salariés, comme ça, tranquille. Vous imaginez la scène, concrètement ? Et c'est justement parce que j'imagine la scène que ceci ne doit plus exister. Parce que ceci ne pourrait plus exister, parce que ceci n'est pas soutenable. Il ne peut pas le dire. Non. Mais il ne peut pas le dire parce qu'il ne... Si vous voulez, si effectivement il devait le dire, eh bien ce phénomène-là n'existerait pas. Il y a une question de décence. Question de décence. Autant on peut rémunérer le risque et il peut être normal, il ne faut pas limiter. Il n'y a pas de multiple possible d'un salaire, je pense. Il faut pouvoir gagner de l'argent. Mais là, cette espèce de sécurité, puis quand on a tellement gagné d'argent, on peut quand même économiser pour sa retraite. Enfin, je veux dire, il y a un peu de décence, là aussi. Un peu de décence. Quand même. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à comprendre. J'ai pas le rôle facile. En Hollande, oui, vous n'avez pas le rôle facile. Il propose que la rémunération globale des patrons n'excède pas celle du Premier ministre, par exemple. Oui, non, c'est-à-dire que c'est la fiscalité qui serait confiscatoire au-delà. Alors, allez-y, vous n'avez pas le rôle facile. Non, ce que je voulais dire, c'est que là, bien sûr, on est en train de taper sur les dirigeants. Bon, c'est très bien, c'est facile, mais c'est, à mon avis, complètement contre-productif, il me semble, sur la rémunération des dirigeants, je veux dire, des dirigeants des grandes entreprises françaises. C'est la crise. Donc, je crois que ce n'est pas le moment de déstabiliser les dirigeants d'entreprise et les équipes dirigeantes de nos grandes entreprises qui doivent se battre pour sauver l'emploi et retrouver de la croissance. Deuxièmement, on a quand même, en France, de très grandes entreprises, des leaders mondiaux. Vous savez qu'on a 39 entreprises françaises classées dans le Fortune 500, c'est-à-dire le classement des 500 entreprises les plus grandes au monde par capitalisation boursière. Et la France est donc le deuxième pays, derrière les États-Unis, dans ce classement. Et ces entreprises, elles n'étaient pas comme ça il y a 20 ans. Et les dirigeants de ces entreprises ont un vrai savoir-faire. Et ils ont réussi à faire d'entreprises qui étaient fragiles il y a 20 ans des leaders mondiaux et qui créent des centaines de milliers d'emplois. Et ce savoir-faire, eh bien, il doit être récompensé, d'accord. Il y a une valorisation, il y a une rémunération pour ce savoir-faire, comme quand on est chef d'orchestre, comme quand on est footballeur de très haut niveau. Et donc il faut faire attention à ne pas fragiliser, déstabiliser les équipes dirigeantes de nos grandes entreprises, parce que si on veut repartir de l'avant, on a besoin de grandes entreprises et donc on a besoin de grands dirigeants d'entreprises. On a besoin aussi d'ouvriers qui travaillent. On a besoin bien aussi sûr. Alors après, d'employés. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les dirigeants d'entreprise, et c'est le cas, je crois, de la nouvelle génération, prennent conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il faut vraiment essayer de s'attacher à un certain nombre de valeurs simples comme la justice, la non-violence, la transparence et que toutes nos décisions, et surtout les décisions des conseils d'administration, s'inspirent de ces valeurs pour prendre les décisions de rémunération. Est-ce qu'on a besoin, honnêtement, de patrons aussi bien payés au-delà des... Parfois. C'est normal. Mais ça dépend des secteurs. C'est normal. Monsieur Nathan, vous voulez réagir à ce que vient de dire Monsieur Goubet ? Oui, même ce que vient de dire Mme Coquel, je ne crois pas. Il n'y a pas de marché du chef d'entreprise international comme il y a un marché des stars de foot. D'abord, moi je pense que par ailleurs, de toute façon ceux qui connaissent un peu l'économie du football savent que les stars sont souvent trop payées et qu'en fait on est dans un système de cavalerie sur les clubs et que sans doute au bout du bout on s'apercevra qu'il va falloir faire baisser les salaires
salaires qui sont trop élevés, donc on met ça de côté parce que c'est pas le sujet de l'émission. En revanche, si vous prenez le marché, par exemple, vous essayez de compter combien il y a de chefs d'entreprise, de grands groupes à l'étranger français. Eh ben, il y en a très peu. Et pourquoi ? Eh ben justement, parce qu'en fait, les élites nationales, pas que françaises, les élites nationales se réservent ces postes-là. C'est tout simple. C'est les grands groupes français. Ils sont dirigés quasiment que par des Français. Il y avait chez Carrefour, monsieur José-Louis Duron, il a été débarqué, mais c'est un Français. Un Suédois. C'est un Suédois. C'est peut-être le seul, mais ça doit être le seul des 42 plus grandes entreprises françaises. Il faut se demander pourquoi. Alors que partout dans l'entreprise, il y a des étrangers ailleurs, dans les cadres, il y a des étrangers, il y a des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes non plus d'ailleurs. Ça doit marcher avec. C'est un problème. Mais dans les conseils d'administration. Finalement, on n'aime peut-être pas tant la diversité que ça, celle complète pour tout en bas, tout en haut, on la retrouve pas. Voilà. Mais alors pourquoi ils sont si bien payés ? Puisque c'est pas un marché international, justement. Parce qu'on vous dit tout le temps... Parce qu'ils sont tous ensemble dans les mêmes conseils d'administration. Et je voudrais finir là-dessus. On s'est aperçu de quelque chose. Ça veut dire quoi ? Ils sont tous ensemble. Ça veut dire qu'ils se connaissent tous et ils ne peuvent pas voter l'un contre l'autre parce qu'ils vont se retrouver dans un autre conseil d'administration, c'est ça ? Exactement. Je vais vous donner un exemple. Je te tiens par Michel pour être clair. Un exemple concret qui m'a beaucoup gênée. Je rencontrais un grand patron et j'ai un membre d'éthique, chef d'entreprise, qui me dit « Mais enfin, pourquoi tu as inventé les stock options de Intel alors que c'était vraiment à ne pas faire ?» Et il a dit « Oui, mais écoute, si, d'abord c'était quand même légal. Et de toute façon, cette banque assure 40% des prêts de mon entreprise. » Il y a des conflits d'intérêts au sein de nos conseils d'administration. Je dois être bien avec ce type parce qu'il est mon banquier. Évidemment. Oui. Il faut le dire, je veux dire, c'est vrai que c'est politiquement incorrect. Pardon, Charles. Non, ça, c'est tout à fait. Tu as raison. On n'a pas le droit. Il y a un moment où il faut une autorité qui dise écoutez, quand il y a un conflit d'intérêts, on ne doit pas être au conseil d'administration de l'entreprise avec lequel vous travaillez. Est-ce que vous pourriez expliquer très simplement ce que c'est qu'un conflit d'intérêts ? En fait, un conflit d'intérêts, ça veut dire que vous dépendez d'une façon ou d'une autre. De celui pour qui vous devez voter. Ou c'est votre client ou votre fournisseur, ou vous avez quelque chose à en attendre. Donc déjà. Vous pouvez voter contre lui ou lui faire quelque chose qui lui déplairait. Voilà. Parce que déjà, il faut quand même savoir qu'un conseil d'administration, on est payé quand on est administrateur. C'est normal, mais on est quand même déjà bien payé, très bien payé. Non, justement, c'est un des problèmes en France. Voilà une nouvelle revendication. C'est que les conseils d'administration ne rémunèrent pas assez bien le travail des administrateurs. Ils travaillent pas. Les conseils d'administration ne se réunissent pas assez souvent. Ils se réunissent pas assez souvent. C'est un problème parce que c'est une énorme responsabilité d'être administrateur. Oui, mais ils travaillent pas en ce moment. Il n'y a pas assez de femmes. Il n'y a que 10% de femmes dans les conseils d'administration. Et peut-être qu'on n'aurait pas autant de problèmes si on avait plus de femmes. Ça arrondit une fin de mois sérieusement, tu ça seras partie des conseils d'administration aussi. Quoi ? Non ? Oui. Troisièmement, ils ne sont pas assez rémunérés, donc ils n'ont pas assez de temps à consacrer au conseil d'administration. Et du coup, ça devient un peu, parfois, une chambre d'enregistrement. Et donc, c'est pas professionnel. Combien ? 150 000 € par an pour 4 séances. C'est beaucoup moins que ça. La moyenne est beaucoup moins que ça. Par an pour 4 séances. Vous parlez de qui, là ? Non, mais des calculs de cela. Je vais chercher les conseils d'administration aux urgences. Alors dites-moi. On comprend que les gens soient révoltés, mais il y a un vrai déficit d'information, de communication. C'est clair. Enfin, moi, je suis administrateur d'une douzaine de sociétés, je ne touche pas un jeton de présence. Pas un euro, quoi. Pas un euro. De mon entreprise. On parle du CAC 40. Il faut une responsabilité énorme de diriger une entreprise de toute façon, CAC 40 et d'être administrateur c'est une responsabilité énorme. On a toutes les responsabilités juridiques et on n'est pas obligatoirement rémunéré pour ça. Il faut consacrer du temps. Et donc, il faut que les gens soient disponibles. Malheureusement, là, il y a trop de dirigeants, de PDG, parfois, qui sont administrateurs de conseil d'administration des autres. Et ça, ces liens incestueux sont très mauvais. C'est très incestueux en France. En France, mais à l'étranger, monsieur Tillon, vous qui avez une expérience, c'est pareil Non, au Royaume-Uni, c'est un modèle, par exemple. Nous devrions nous imprégner, nous inspirer. Qu'est-ce qu'on devrait imiter, copier, être inspiré par ? Il me semble que l'inspiration viendrait plutôt du nord-est, c'est-à-dire plutôt du côté allemand ou plutôt du côté suédois, où on a effectivement des conseils d'administration dans lesquels d'ailleurs, ou des conseils de surveillance dans lesquels les salariés ont un certain nombre de représentants et qui bossent vraiment. Ouais. Où c'est effectivement un job. Ils sont payés. C'est un job pas mal payé. Mais si vous voulez, ce serait indécent dans nos conseils d'administration, où en plus, vous l'avez dit vous-même, ce sont d'autres dirigeants d'entreprise qui siègent au conseil, qui sont déjà hyper payés. Si vous voulez, ils ne foutent pas grand-chose, et en plus, il faudrait avoir une incitation pour les payer. Non, écoutez, là, je crois vraiment que... Je pense que dans la situation actuelle... Justement, ce que je dis, c'est qu'il faudrait prendre des administrateurs qui ne sont pas des dirigeants d'entreprise, peut-être des retraités, seulement et qui ont des retraités. Oui, mais bien sûr. On va vous dire, ils sont coupés de tout, les retraités. Mais non, ou enfin, en fin de carrière professionnelle, et qui ont le temps à consacrer sur ces sujets, parce que il faut professionnaliser les conseils d'administration. D'accord. Oui, Madame Coquel, vous avez peut-être... Je voulais juste vous dire une autre chose quand même sur ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est que
c'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels on a posé carrément la question du niveau des salaires des patrons. En Hollande, en Allemagne, je veux dire, les déclarations du patron de la Deutsche Bank en Allemagne qui dit « Pour 500 000 € par an, je ne prendrai même pas la peine de me lever le matin ». Il l'a dit. Il le dit à la radio. Il l'a dit. Vous pouvez le vérifier. Ça a fait évidemment scandale en Allemagne. Mais je dirais, les dirigeants allemands ont pris immédiatement la chose pour dire « Attendez, vous voulez avoir des aides de l'État, vos salaires seront plafonnés à un tel niveau ». Même chose, effectivement, vous avez cité le Premier ministre hollandais qui dit attendez, la responsabilité de Premier ministre d'un pays, c'est quand même une sacrée responsabilité. Je crois qu'elle est du même ordre, effectivement, que la responsabilité de la migration. Alors, en France, par exemple, François Fillon, d'après ce qu'on sait, le Premier ministre doit gagner entre 20 et 22 000 €, c'est ça ? Dans cette fourchette-là. À peu près par ça. Oui. Donc, alors, si on disait ça en France, par exemple, ça serait un tollé chez les grands patrons, ça serait... Je crois simplement, si vous voulez, je crois que... Il faut pas non plus... On n'est pas dans une économie soviétique. Non, je crois simplement, si vous voulez, que s'il doit y avoir des suppléments, à ce moment-là, il doit y avoir un juste retour à la collectivité, notamment par le biais de l'impôt. Par le biais de l'impôt, c'est-à-dire qu'ils doivent payer beaucoup d'impôts. Taxer, il faut les taxer. Je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi oui, non mais c'est important. On a vu que psychologiquement, il y a un moment où il y a spoliation. En Allemagne, il est inscrit dans la Constitution que personne ne pourra payer plus de la moitié de ses revenus en impôts. Et je trouve ça sain. Je veux dire qu'on gagne de l'argent, on peut donner 50% à la collectivité, plus ça devient spoliateur. Je pense que le fait que ce soit inscrit dans la Constitution allemande est intéressant. Je voudrais juste préciser quelque chose. Ça a été beaucoup écrit dans la presse, et en fait, c'est faux. Ça a été beaucoup écrit dans la presse, donc on est responsable, ça a été écrit dans les journaux, etc. C'est faux. C'est-à-dire, ça se promène comme ça, fait partie des bobards économiques, et on dit 50%, voilà. En fait, il y a eu un premier jugement par la Cour, constitutionnelle, puisqu'il y a une Cour constitutionnelle, qui a été contrebalancé par un autre, ce qui fait qu'il y a pas, ça n'est plus d'ordre constitutionnel. Voilà. Oui. Mais c'est notre faute, là. Pour le coup, c'est les journalistes qui ne font pas bien leur travail. Des questions précises là. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous aviez dit sur les grands patrons, en laissant entendre qu'en fait, ils font partie d'une intelligentsia, un petit peu comme on a l'intelligentsia politique. Je pense que c'était vrai et que c'est juste plus vrai et que ça sera de moins en moins vrai. Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas de marché international des patrons, eh ben, je pense que peut-être que ce n'est pas encore visible, mais ça sera de plus en plus vrai. Parce que diriger un grand groupe aujourd'hui, ça sera de plus en plus compliqué. Ça demandera des qualités absolument hors normes. Et je trouve que c'est important que les Français se disent et que chacun accepte que quand c'est hors norme, c'est un salaire hors norme. Qu'on comprend peut-être pas, qu'on comprend peut-être pas, mais exactement, moi, c'est important pour moi que demain, il y ait des Français qui aillent diriger des entreprises à l'étranger. Quand vous faites 90% de vos bénéfices à l'étranger, vous pouvez vous faire payer ailleurs. C'est surtout ça le problème. Oui, mais il faut relativiser. 5 millions d'euros, par exemple, divisé par 50 000 personnes, ça fait 100 € par employé. Vous parlez de quelle société-là? Peu importe. Prenons un salaire de grand dirigeant de 5 millions d'euros du CAC 40. Vous divisez par 50 000 personnes, c'est un très gros salaire. Ça fait 100 € par employé. Et une fois les charges déduites, il leur restera un paquet de cigarettes. Donc ça améliorerait le sort de la communauté salariale de l'entreprise d'un paquet de cigarettes par mois. Mais excusez-moi, on termine par un tout petit peu de prospective, si vous voulez bien. On sort des séquestrations, parce que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes pour séquestration. On ne se plaint pas tellement. Les patrons on porte plainte, mais ça... On les retire, en cours de négociation, parce que ça aide à la négociation. Et puis les leaders syndicaux du pays nous le demandent. Voilà. Et puis de toute façon, la seule fois où je suis allé au bout, les individus qui étaient identifiés n'ont même pas eu un rappel à la loi par le juge. Ah bon? Même pas. C'était en France? En citation correctionnelle. Monsieur, c'est la première fois que vous parlez à la télévision comme ça? Oui. Parce que vous pensiez que c'était pas bon de parler? Écoutez, c'est pas que je pensais que c'était pas bon, mais je n'ai pas eu l'occasion de témoigner et je pense que c'était utile de le faire maintenant. D'accord. Mais au-delà des séquestrations, comme si c'était pas une chose importante, c'est une fois la crise passée, imaginons, allez, on rêve, une fois la crise passée, toute cette chasse au patron sera oubliée. C'est pas juste un mauvais moment à passer, où vous puissiez tous reprendre une activité normale, comme on dit à la télé, je crois que c'est... vous savez, vous pouvez reprendre une activité normale. Est-ce que, au fond, la crise nous a permis, aux filles, de découvrir tout ça? Sans la crise, moi, en tout cas, j'aurais rien su. Vous, spécialistes des bobards économiques, vous auriez tout su. Mais moi, pas, en tout cas. Je ne savais pas que les gens gagnaient autant, je ne savais pas tout ça. Enfin, je ne savais pas tout ça. Donc alors, une fois la crise passée, on imagine. On revient, la situation hantée, on ne change rien?
Moi, je suis de ceux, mais ça va être personnel. Je pense qu'il y aura pas, on ne surmontera pas cette crise si on ne remédie pas à ce problème-là. Je pense qu'il faut arrêter de justifier la croissance des inégalités de notre pays, parce que c'est un peu le discours que j'ai ressenti de votre côté. Je pense qu'il faut cesser ce discours en disant les inégalités sont bonnes. On a même on a vu, dans les bobards, on a même vu des gens qui disent que c'était bon pour la richesse des plus pauvres. Je dois dire que c'est un peu exagéré. Donc je pense que pour sortir de la crise, il faudra remédier finir à ça. De toute façon avec ça, crise ou pas. Enfin, quelle que soit la situation. Il n'est pas question de revenir en arrière. Il n'est pas question de revenir en arrière. On a progressé. Et encore une fois, je pense que ce code de gouvernance AFEP-MEDEF est d'accord. Mais une fois la crise passée, on restera là-dessus. Eh bien, non, parce que c'est un document qui va vivre sans arrêt. Je crois qu'il ne faut pas aller... Justement, c'est pour ça que je suis contre légiférer. Parce que quand on légifère, on déresponsabilise, et on va dans le formalisme. Les Américains l'ont fait avec Sarbanes-Oxley, ça a été un échec, ça n'a pas évité les scandales. Dernière question, est-ce qu'il y a... Ça ne sera plus jamais comme avant? J'ai l'impression que ce ne sera plus jamais comme avant. Mais la crise a été un catalyseur. Je crois que ce n'est pas tellement la crise économique qui est importante, c'est tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pensez comme Dominique de Villepin qu'il y a un risque révolutionnaire en France? Je ne peux pas penser comme Dominique de Villepin. Vous ne pouvez pas, quoi qu'il arrive, vous devez penser comme Dominique de Villepin. Bon, d'accord. Voilà, au moins qui est pas langue de bois. Oui, alors. Non, la base politique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec Dominique de Villepin pour une raison très simple. C'est que révolution veut dire projet. Et aujourd'hui, je vois des révoltes, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet au sens global. Je trouve que nous sommes dans une société aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de sens, où il n'y a pas beaucoup de projets à l'avant. Donc, sire, ce n'est pas une révolution, c'est une révolte. Pour l'instant, oui. Non, c'est une demande de changement et d'évolution. Je pense que le capitalisme est le seul système qui enrichit les gens, mais qu'il faut le rendre à visage humain et mieux partager les richesses. Refonder le capitalisme. Il devrait relire son histoire de France. En 1788, il y avait 100 000 personnes qui arrivaient à manger. Ouais. Là, on peut dire qu'il y en a quand même un peu plus, donc on ne peut pas comparer. C'est vraiment ridicule. Moi, je pense que pour demain, le plus important, c'est aussi ce qu'on a entendu autour de la table, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'il faudra apprendre à coopérer dans l'entreprise, avec son territoire, avec les différents intervenants. Merci, je vous renvoie au Bobard économique. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Et l'émission sera rediffusée ce soir à 22h20. D'ici là, vous pouvez lire, vous écrivez pour les enfants, Madame de Menton, l'entreprise et l'argent chez Gallimard Jeunesse, c'est l'économie pour les enfants. Donc c'est pour moi quasiment. Il fallait leur apprendre tout petit. Il fallait leur apprendre tout petit. Donc ce soir à 22h20, dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup, merci mesdames. Je remercie les élèves de la section communication du collège Saint-Quirin de Huy en Belgique. Merci d'être là. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Voilà, oui, on peut s'applaudir. Allez, merci, au revoir. Merci.